si vous en êtes d'accord. Patrick et Michel, des réactions, peut-être la première réaction qui est cette question de dire, au fond, c'est trop large. Comment aborder ça ? Excusez-moi Yves, j'avais envie de réagir et d'aborder en premier un point que vous avez posé, madame, au 1, 2, 3, 4e rang. Comment faire pour que les gens, pour ne pas donner le sentiment aux gens qu'on les culpabilise? Ça me paraît être une question complètement essentielle. Sur tous les points, tous ceux que vous avez posés ou tous ceux qu'on va reprendre, et c'était dans le programme, il y a des points de blocage. Quand les gens bloquent sur une mesure, c'est en général pas parce qu'ils sont idiots ou parce qu'ils sont contre le changement par principe ou parce qu'ils sont contre l'environnement. C'est parce qu'ils ont de bonnes raisons, d'habitude. Je peux relier à l'autre question qui était posée sur la bioéconomie. C'est un peu pareil. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite? Parce qu'il y a d'autres gens qui trouvent que leur mode de production actuel est mieux et que changer, ça coûte, c'est compliqué. Et il faut écouter ça. C'est pas dire aux gens vous êtes stupides de ne pas en vouloir, c'est dire tiens mais je vais essayer de comprendre pourquoi vous dites que ça vous pose problème et puis on va essayer de trouver des solutions. Quelquefois ça met longtemps et c'est pour ça que les mesures ne viennent pas tout de suite, mais je trouve que la question est vraiment fondamentale et il faudra que vous la reposiez sûrement sur toutes les mesures ou à peu près de dire le problème n'est pas de désigner des coupables, c'est de voir pourquoi des gens trouvent qu'une mesure est compliquée, pas bonne, etc. En général il y a de bonnes raisons dès qu'on gratte un peu et il faut répondre à ces raisons, ce qui est tout autre chose que de désigner des coupables. Alors maintenant, je vais quand même obéir à Yves Mathieu en reprenant la toute première question sur le fait de savoir pourquoi ça bloque, mais enfin, comment on peut avoir une démarche un peu globale. Alors j'espère que ce truc-là va marcher, fantastique, ça a l'air d'être le cas, sauf qu'on est toujours sur la présentation PowerPoint et pas sur le plein écran. Ah non, si. Non, c'est pas bon. Tu veux ajouter quelque chose aussi ? Non, je voulais reprendre ma question globale. Non, on va faire question par question. Donc, puisque vous avez choisi, Michel, d'aborder cette question de la culpabilité, est-ce que le groupe qui a posé la question veut compléter, réagir à ce que Michel vient de dire? Qui a posé le point? Vous voulez que je réagisse à ce qu'il a dit? Alors, ce qu'il a dit est très pertinent, parce que dans l'échange et dans le dialogue, il faut effectivement chercher à comprendre. Et en cherchant à comprendre, on va établir les limites ou les possibilités de chaque axe ou de chaque organe. Donc, c'est une réponse déjà, pour ma part, très entreprenante. Mais ensuite, une fois qu'on a cherché à comprendre, et encore mieux, une fois qu'on y est arrivé, souvent il va falloir faire un pas de plus. Je reprends, pour être très concret, l'exemple de la taxe carbone. Il y a des gens qui ont protesté en disant « mais on va augmenter le prix du carburant. Moi, je suis obligé d'utiliser ma voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de chemin de fer ni de transport en commun. » Une fois qu'il a dit ça, il faut dire comment on va faire maintenant pour que, peut-être pas demain matin, mais dans les temps qui viennent, il y ait des solutions alternatives qui permettent à la personne en question de répondre. Donc c'est pour ça qu'on est entraîné dans des successions de mesures. C'est en général pas une mesure toute seule qui va régler un problème. Il va falloir tirer derrière les autres qui viennent de cette compréhension des blocages, des freins. C'est à ça que ça sert, toute la démarche. On n'entend pas. Quand vous ne parlez pas dans le micro. Je ne sais pas qui parle. Ni... La réglementation vaut mieux que la taxe. Réglementation versus taxe. Alors, je vais répondre, ça dépend. Je vais répondre à j'avais pensé, c'était un des personnes du premier rang qui disait quelles sont les mesures... Pardon, oui, il faut que je me mette à ce Il y avait une question qui était posée, c'était tout au début, quel est le premier levier le plus facile à mettre en œuvre? Alors, ce n'est pas forcément celui qui va avoir les effets les plus spectaculaires, mais je pensais en vous écoutant, et il y a au moins une personne dans la salle qui pourrait en parler mieux que moi, il y a des cas où des mesures réglementaires sont assez faciles à mettre en œuvre
œuvre, elles pénalisent peu de gens et elles arrivent assez vite à un résultat, même si ce résultat n'est pas spectaculaire. Je pensais par exemple à l'éclairage nocturne. Vous vous baladez n'importe où, vous voyez des publicités qui sont allumées à 3 heures du matin alors que personne ne passe devant, ou alors quelquefois quand on met des lampadaires dans des quartiers un peu glauques, c'est pas idiot parce que ça sécurise les gens qui circulent, mais d'autres fois, il y a des choses qui vraiment ne servent à rien. Le fait d'inventorier ça et ensuite de réglementer en disant ben ça on ne le fera plus parce que la municipalité ou l'autorité compétente le fait, ça règle le sujet et ça c'est des mesures très simples où on n'est pas entraîné comme on le disait à l'instant dans des chaînes de mesures à mettre tout ensemble pour qu'on n'ait pas de blocage. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir. Juste pour, justement, pourquoi ne pas, sur une question toute simple là, pourquoi on n'éteint pas la lumière la nuit qui me paraît tellement évident et pour tout le monde c'est évident, pourquoi on ne réglemente pas là-dessus? Donc c'est un levier tout simple. Alors, quel est le blocage? Quel est le blocage à ce moment-là? Pourquoi? Pour vous? Comment moi je ne comprends pas qu'on ne puisse pas l'imposer en disant après 2 heures du matin on éteint les lumières partout. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui peut, selon vous, empêcher ça? Je pense... Vous reviendrez sûrement dans vos travaux en groupe après sur le fait que sur la plupart des mesures, il y a plusieurs niveaux d'autorité qui peuvent intervenir. On vous a demandé, c'est votre mandat, c'est une lettre signée du Premier ministre, de prendre des mesures qui relèvent de l'État par définition. Mais l'État lui-même encadre des choses que font les collectivités, les régions, les départements, les communes. Donc il faut que tout ce monde-là soit cohérent. Ça, c'est pas forcément très simple. Et puis derrière, et ça c'est la réponse directe à votre question, il y a des questions culturelles et d'habitude. Pendant 30 ou 40 ans, toute la période des 30 Glorieuses, tout le monde a considéré que ça ne posait pas de problème. Plus on éclaire, plus ça fait riche et on continue. Et puis peu à peu, il y a des gens qui ont dit mais attention, pour la biodiversité c'est très mauvais, pour les dépenses d'énergie c'est très mauvais aussi, donc pourquoi ne pas réglementer? Mais ça va dépendre de décisions répartis entre un très grand nombre de gens. Ça peut être des communes qui vont prendre un arrêté municipal, ça peut être des mesures nationales où on va imposer aux communes de le faire. C'est ce genre de dispositif sur lequel les mesures que vous pouvez proposer, la mise en cohérence de décisions sur des cas tels que celui-là, sont importantes. Merci. Donc, est-ce qu'on considère que cette première approche, c'est évidemment une première approche. Donc là, vous avez soulevé en dernier point une question qui touche à un blocage. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante, sachant que là, il y a un point qu'il faut garder vivant, si je puis dire, pour la suite des discussions. C'est ça le côté cumulatif du travail qui est fait dans la Convention, c'est qu'on a un nœud comme celui-là, c'est de le mettre de côté, on se le garde, et dans les discussions qu'on aura plus tard, c'est un nœud qu'on réouvrira pour voir comment le démêler, si vous considérez que c'est un nœud à démêler. On passe à... Est-ce que vous aviez, Michel, une question préférée dans les autres qui sont sortis, sachant qu'on va les aborder toutes? Donc, je veux bien... Tout près du micro. Oui. Je veux bien prendre les... Je voudrais donner des éléments pour 2 types de questions, en fait. La question relative aux instruments. Vous avez posé la question, les réglementations plutôt que la taxe, par exemple. Je crois que les transformations que l'on a devant nous dans cette recherche de la neutralité carbone sont tellement importantes, elles touchent tous les secteurs d'activité, de la consommation, de la production, qu'on sera obligé de combiner différents outils et différents leviers. On ne pourra pas s'appuyer que sur la réglementation, on ne pourra pas s'appuyer que sur la taxation. Donc il faut regarder, et ça je pense que c'est tout à fait dans le cadre de vos réflexions, il faut regarder, puisque vous devez vous interroger sur et faire des suggestions pour l'action publique, pour l'action de l'État, il faut regarder quels sont les différents moyens d'action de l'État. Et en effet, on va trouver la réglementation, on va trouver la fiscalité, mais on va trouver aussi l'investissement public dans les infrastructures. À un moment, on a évoqué la question des infrastructures et il a été dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas les grandes infrastructures? C'est une possibilité, mais les infrastructures, c'est aussi, par exemple, les infrastructures de transport ferroviaire ou les infrastructures de tramway dans les villes. Donc, il y a vraiment le rôle du financement des infrastructures est aussi un des volets importants
indépendant de l'action de l'État. Donc on a différents outils et comme il va falloir transformer complètement presque tous les secteurs d'activité économique et tous les secteurs de vie, en quelque sorte, des citoyens, on va combiner ces différents instruments. Une des questions, c'est comment on les combine, avec quel mix. Et un peu même style de réponse pour ce qui renvoie à la problématique des solutions du moindre mal. En effet, dans cette recherche de la neutralité carbone, l'idéal, ce ne serait de ne pas avoir du tout d'impact sur l'environnement. Mais c'est difficile et il faudrait pratiquement ne plus consommer d'énergie du tout pour ne plus avoir du tout d'impact des solutions énergétiques sur l'environnement. Et là aussi, on s'aperçoit, quand on regarde un peu les solutions qui sont présentées et avancées, que très souvent c'est une combinaison. Il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas une solution qui va permettre de résoudre l'essentiel du problème. Et donc il faut savoir combiner aussi. Donc ça rend en effet la problématique assez complexe, mais je pense qu'il faut accepter de la prendre dans cette complexité. Il y a eu 2 commentaires qui répondent précisément à ça. Le premier, ne pas émettre télétravail. Le deuxième, ne pas émettre, avoir des systèmes d'économie intelligents dans lesquels le système fonctionne en apprenant de la nature sans émettre. Tout à fait. Alors sur la bioéconomie, c'est un volet très important de ce qu'il faut à tout prix, je dis, enfin pas à tout prix, un économiste ne devrait jamais dire ça, qu'il faut vraiment, il faut mettre le paquet, je dirais, sur ce qui est bioéconomie. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, comme vous l'indiquiez déjà, alors, très souvent de s'inspirer des processus naturels pour construire des processus de production industrielle qui imitent ou qui s'inspirent de la nature pour faire une production industrielle. Et on s'aperçoit qu'en faisant ainsi, on a le plus souvent des solutions qui sont beaucoup plus propres que les solutions, si je puis dire, artificielles. Donc c'est vraiment un point important. Ça renvoie à la problématique de l'économie circulaire. Il y a complémentarité entre ce qui est bioéconomie et économie circulaire. Il y a une feuille de route qui existe aujourd'hui pour l'économie circulaire. Et en effet, c'est les choses vraiment à encourager. Mathieu, est-ce que ça répond à votre commentaire? Oui, ça répond, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque ça? C'est comme tout ce qui est énergie, toutes les solutions qui existent. Qu'est-ce qui bloque? C'est que... alors, il y a le télétravail aussi, j'ai oublié le télétravail. Qu'est-ce qui bloque? C'est que le plus souvent, ces nouvelles solutions, elles sont dans une phase de première élaboration et en général, elles coûtent plus cher que les solutions qui sont en place. C'est quelque chose qu'on va rencontrer dans tous les domaines. C'est le fait qu'on est dans un système technique qui s'est développé sur la base d'énergie fossile abondante, relativement abondante, et bon marché. Et donc, les processus industriels, les technologies, elles se sont développées sur cette base-là. Aujourd'hui, le pétrole n'est finalement pas si cher que ça. Et donc, toutes les nouvelles technologies qui émergent, qui commencent à sortir, parce que ça commence à sortir, elles sont aujourd'hui plus coûteuses. Et dans beaucoup de domaines, vous serez amené peut-être à examiner le cas du véhicule électrique ou du véhicule à hydrogène. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule normal. Mais si on suppose qu'il y a du progrès technique et que petit à petit, on trouve des technologies de plus en plus performantes et de moins en moins coûteuses, il y a un point où ça va commencer à décoller. Le véhicule électrique, il est en train de commencer à décoller, mais il n'a pas encore pris complètement son développement. Et dans beaucoup de domaines, c'est ça. C'est-à-dire, on est en train de se projeter dans un autre système technique qui n'est plus celui des énergies fossiles. Pour l'instant, ça coûte cher. Un des enjeux, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent le plus rapidement possible, plus efficaces et donc moins coûteux. Et plus disponible aussi. Télétravail. Le télétravail, c'est une excellente question. Ça aussi, ça se développe beaucoup. Mais ça aussi, ça a des limites. Ce n'est pas la solution miracle. Est-ce que vous imaginez un monde dans lequel tout le monde ne travaillerait que chez lui ? Il me semble que dans le travail, il y a aussi une dimension de relations sociales qui est nécessaire non seulement, je dirais, pour l'efficacité des entreprises, mais aussi pour la qualité du travail, quand il y a qualité du travail, ce qu'on peut souhaiter de la manière la plus générale. Mais donc, le télétravail est certainement une option qui va pouvoir se développer.
je ne pense pas que ça puisse constituer 100%, que ça permette de réduire par exemple 100% des déplacements domicile-travail. Juste peut-être pour vous et pour tous les observateurs, on est en train en fait de s'adapter à la dynamique de votre groupe et de l'ensemble des questionnements que vous avez. On voudrait vous donner au maximum la possibilité d'interagir avec les intervenants. Donc on improvise aussi de manière complètement consciente pour donner la place à votre groupe. Ce qui veut dire que par rapport au programme que vous avez, on est là encore pendant 1 heure, jusqu'à 16h30. À 16h30, on fera une pause, donc un peu plus tard. Et on entendra ensuite les experts logistiques. Voilà. Et il y aura une session du coup qu'on reportera sans doute demain, on va voir comment on s'organise, mais c'est pour que vous soyez au courant. Ça n'empiétera pas sur la soirée de ce soir. On s'est engagé à vous libérer à 19h30, ça sera le cas. Merci Sophie. Session 2, la justice sociale sera reportée à la session 2, voilà, pour ne pas la compacter parce qu'elle est essentielle. On peut revenir à la première question qui était posée sur le fait de ne pas sentir de quoi il faut parler tellement c'est large et de ne pas avoir de limite. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Excusez-moi, mais pour le télétravail, je voudrais répondre, puisque monsieur a répondu sur le télétravail. J'ai jamais dit que c'était 100%, c'est 50%. C'est Cyril qui m'a dit que je lui ai demandé la proportion. 50% du trafic en moins. Et une autre question, vous avez dit que la voiture électrique se développe, mais l'empreinte carbone de la voiture électrique, d'après les experts, c'est pire qu'une voiture normale. Alors, je voudrais savoir qui a raison. Donc là, je me permets de réagir. Donc ces deux questions-là, ces deux questions clés pour un des groupes qui va travailler à partir de dimanche après-midi. L'un est lié au travail, l'autre est lié au transport. Donc gardez-les s'il vous plaît. Et c'est typiquement la raison pour laquelle on se voit 6 fois sur la durée. Parce qu'évidemment, ce n'est pas en 2 minutes qu'on va aborder cette question-là et toutes les autres qu'il y a derrière. Donc gardez-les. Et je propose qu'on ne demande pas à nos invités de réagir à ça maintenant, mais gardez-les s'il vous plaît. Michel. Oui, je voudrais revenir à la toute première question que vous avez dit, mais finalement on est face à un truc extrêmement vaste, on ne sait pas quelle est la méthode, c'est compliqué de poser une question. Je voudrais juste éclairer 1 ou 2 points pour hiérarchiser, voir de quoi on parle. Vous avez là sous les yeux une courbe que vous avez déjà vue sous d'autres formes, c'est les émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 à gauche jusqu'en 2015 à droite, 2018 pardon, à droite. Ensuite, le pointillé qui est rajouté et la grande ligne rouge, c'est moins 40% en 2030 par rapport au niveau 1990, 550. 550 moins 40%, ça fait 330. Ça veut dire qu'il faut arriver là. Et donc le pointillé, c'est la trajectoire qu'il faudrait suivre pour arriver là. Ça a l'air d'être à peu près en continuité. Il faut quand même voir que c'est 3 fois plus vite. Il faut gagner 20% en 10 ans, alors qu'on a gagné 20% en 30 ans. Donc il faut aller 3 fois plus vite. Ce n'est pas hors de portée, mais c'est énergique. Mais la réponse à votre question, elle est sur le suivant, qui est de dire qu'est-ce que c'est que ces bandes de couleurs? C'est les différents secteurs émetteurs. On en a parlé plusieurs fois depuis hier. Vous avez posé la question ce matin. Ça s'arrête toujours en 2018. Donc là, on n'est pas en train de dire qui devrait faire quoi à l'avenir. On est en train de dire ce qui s'est passé. La grosse bande bleue tout en haut, c'est les transports. Vous voyez tout de suite que c'est la bande la plus large. Le vert, comme son nom l'indique, c'est l'agriculture. Le violet, c'est le logement. Le rouge tout petit, c'est les déchets. Et par contre, le bleu qui descend est important, c'est l'industrie. Quelqu'un a posé la question de dire mais qu'est-ce qu'on a fait comme progrès depuis 1990 et qu'est-ce qui bloque et pourquoi est-ce qu'on pourrait aller plus loin? C'est important de regarder la ligne bleue, l'industrie. Si vous regardez, c'est la seule bande qui est nettement plus étroite maintenant qu'en 1990. Alors on peut dire c'est fantastique, ça veut dire que l'industrie émet beaucoup moins de carbone maintenant qu'en 1990. C'est vrai. Mais quand on creuse un peu et qu'on essaye de comprendre, il y a 2 raisons. Une qui est très positive
Et l'autre qui fait vraiment réfléchir, celle qui est très positive, c'est de dire que beaucoup d'industries ont fait des progrès technologiques qui leur permettent d'utiliser moins de pétrole ou moins de sources d'émissions qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est bien. En revanche, ce qui est franchement négatif, c'est qu'une partie importante de cette baisse vient de ce que des industries qui étaient en France sont parties en Chine ou moins loin, et que du coup, on réimporte les produits fabriqués en Chine, alors qu'avant, on les produisait chez nous. Et ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on a intérêt à encourager. C'est pour ça, alors je m'excuse de rendre encore plus complexe le travail que vous avez à faire, c'est pour ça que chaque fois qu'on examine une mesure, il y a intérêt à voir si elle n'a pas des effets pervers. On pourrait dire, ben, c'est assez facile, la ligne transport, je vais réglementer sévèrement les trafics automobiles, ça a été dit ce matin, la moitié de cette ligne, c'est des déplacements en véhicules individuels, il suffit de réglementer ça à mort et puis on va faire baisser la ligne. Mais ça aura forcément des conséquences néfastes et on retombe sur la question de madame au début, on va culpabiliser les conducteurs de voitures, mais peut-être que là aussi, s'ils n'ont aucun moyen de faire autrement, on n'aura rien résolu. Donc, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois aller creuser un cran de plus. Mais ici, vous avez quand même, pour l'approche globale, les secteurs qui vraiment posent problème, ceux sur lesquels il y a intérêt à travailler. Et puis quelque chose qu'a dit Patrick et que moi je redis aussi, c'est qu'il y a des liens entre tous ces secteurs. On ne peut pas travailler sur les transports sans se dire que si les gens se déplacent, ben, par exemple, c'est pour aller travailler, donc c'est dans la ligne industrie. Ou bien s'il y a des camions qui font des transports, c'est pour transporter des denrées agricoles pour qu'on puisse se nourrir. Donc on a des liens entre toutes ces lignes et c'est à ça aussi qu'il faut penser. Ça veut dire, et moi c'est peut-être un effet de l'âge, mais il faut savoir que toutes les mesures prennent du temps. Une mesure qui va avoir des conséquences tout de suite, ça n'existe pas, ou il n'y en a pratiquement pas. Il faut toujours des délais d'adaptation, il faut accepter qu'une mesure ne rend pas tout de suite, et puis il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière, c'est l'industrie. Et typiquement, ce graphique, il permet quand même de voir sur des sujets dont tout le monde, qui sont mis en avant, typiquement la gestion des déchets, dont on parle beaucoup, énormément, etc. C'est quand même la ligne la plus petite, alors qu'aux yeux du grand public, on entend partout zéro déchet, et c'est pas forcément ce qui est le plus impactant dans les différentes courbes. Oui, j'aurais quand même tendance à dire, je reprends mon exemple tout à l'heure de l'éclairage nocturne, si on le faisait apparaître là-dessus, ça serait évidemment invisible en quantité d'énergie, c'est pas une raison pour ne pas s'en occuper. Sur les déchets, c'est pareil, surtout que, comme chacun sait, les déchets, ils ont d'autres conséquences. Le fait qu'on fasse des déchetteries partout ou des décharges sauvages, ce qui est évidemment encore pire, ça a des conséquences diverses et variées. Donc le fait de s'occuper de cette ligne et de savoir si c'est simplement des décharges où on va faire de l'incinération qui dégage du CO2 plein pot, ou si au contraire on va essayer de traiter ça intelligemment, c'est pas sans effet. Je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas de petites mesures, hein. Toutes les mesures comptent et il faut essayer de chercher partout. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise par rapport au champ de discussion après cette présentation? On peut passer... Quelqu'un veut réagir là-dessus, spécifiquement, sur ces trajectoires, et puis on passerait à une autre question. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais du coup, ce graphique ressemblant aussi à l'autre, il manque sur celui-ci l'absorption du CO2 par les forêts. Donc, vous en parliez. Pourquoi ne pas agir sur, justement, plus de... On en parlait avec l'experte... aussi ce matin, je crois. Pourquoi ne pas plus stocker de carbone et évidemment en agissant sur la baisse de cette production de CO2, pourquoi ne pas plus stocker de carbone sur des écosystèmes forêts plutôt que de la déforestation? Donc, une question, un commentaire complémentaire, excusez-moi. Oui, Yolande de Bretagne, de Douarnenez. Je suis un peu dérangée, moi, par le graphique, là, comme tu l'étais tout à l'heure pour l'autre, parce que là, on est sur les émissions dans l'air des gaz à effet de serre en France métropolitaine, et quand on voit ça, on se dit, mais on est quand même des bons élèves, enfin, quelque part, hein, on est quand même en descente et tout ça, mais là-dedans, je veux dire, aujourd'hui, on a le CETA, le TAFTA et compagnie, avec tout ça... la viande qu'on va importer, enfin, tout ça, tout l'impact carbone aussi, enfin l'empreinte carbone de tout ce qu'on va importer.
Il n'apparaît pas là-dedans. Enfin, elle n'apparaît pas. Je peux répondre. Oui. Donc, on vient de se mettre d'accord, je réponds à la première question et Patrick répondra à la vôtre. Effectivement, c'est de ma faute sur le graphique complet, je le fournirai volontiers s'il peut être dans vos documents. Il y a une ligne tout en bas qui apparaît en dessous de la ligne 0, qui est le stockage. Vous avez cité les forêts, il y a aussi par exemple les prairies naturelles qui stockent abondamment, et donc le fait de voir qu'est-ce qui se passe en matière de stockage. Je vous le dis juste, mais vous le vérifierez sur le graphique complet quand vous l'aurez, on l'a. Le trait stockage, donc, qui serait tout en bas en négatif, il est quand même très faible actuellement, il est très petit. Et c'est pour ça que l'une des choses qu'on dit, ça a été dit ce matin par Benoît Leguet, je crois, il a dit d'abord il faut faire comme les médecins, il faut chercher à ne pas nuire. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter les retournements de prairies naturelles. Ça a un impact énorme, les prairies naturelles, en matière de stockage de carbone, c'est très important. Chaque fois qu'on en laboure une pour mettre à la place un champ de maïs, ou pour mettre à la place un parking de supermarché, on a perdu une capacité de stockage de carbone qui est très forte. Dans les forêts, pareil, je vous ai dit en me présentant que j'avais travaillé 25 ans dans ce secteur, je ne voudrais pas vous entraîner trop loin là-dessus, mais quand on remplace une forêt naturelle par une plantation d'épicéa ou de Douglas, on perd du stockage de carbone dans le sol. Donc c'est tout un programme à faire pour augmenter ce stockage. C'est effectivement, je suis complètement ce que vous avez dit, c'est un enjeu, surtout quand on parle de résultats de neutralité carbone en 2050, ce que Patrick a fait. Ça en fait partie. Également, le type de sujet dans un des groupes qui peut être au cœur de vos réflexions si vous le décidez, sachant qu'il y a j'ai vu, donc on va vous redonner la parole dans cette travée. Il y avait la question de la captation carbone, mais Patrick réagit à... Alors, la question de l'empreinte carbone et du commerce international. Énorme question. Énorme question. C'est d'une part un sujet qui émerge de plus en plus fortement, y compris dans les définitions des stratégies nationales en matière de climat. On parle de plus en plus de ce que c'est que l'empreinte carbone. Et maintenant, on est déjà capable, ça a été dit hier, on est capable de mesurer le CO2 contenu dans les importations de la France. Et c'est comme ça qu'on dit les émissions sur le territoire français, c'est environ 6 tonnes de CO2 par habitant et par an. Si on prend en compte les impacts indirects à travers le commerce extérieur, on passe à 11 tonnes de CO2. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet aussi qui renvoie à l'insertion de la France dans l'économie mondiale. Et je pense que de ce point de vue, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment sortir des flux des échanges mondiaux, ou est-ce qu'on reste une économie ouverte sur le monde, mais dans ce cas-là, et ça c'est pour cette raison que la question des traités internationaux sur le commerce est très importante. Dans ce cas-là, il faut que dans les traités de commerce, on intègre des clauses environnementales suffisamment fortes pour s'assurer qu'en effet, on n'a pas des dégâts massifs, je dirais, en termes d'émissions indirectes. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont un peu enchevêtrés. Il faut se poser la question et quand je parle de l'insertion de l'économie française dans le monde, ça va être aussi, par exemple, pour les nouvelles technologies de l'énergie, les batteries. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une politique industrielle? Ça peut être aussi, est-ce qu'on produit des matériaux rares en France plutôt que de les importer, ce qui va présenter peut-être certains avantages, mais aussi des inconvénients. Donc il y a toute une réflexion à mener sur, en gros, le commerce extérieur dans la transition, avec une bonne prise de conscience des inconvénients et des avantages du commerce et de la nécessité d'introduire des éléments de régulation assez puissants au niveau français, mais certainement au niveau européen aussi, puisque là, c'est typiquement le genre de problème pour lequel le niveau européen est pertinent. On arrive, c'est là-dessus spécifiquement, allez-y. Le bouton en dessous du micro, s'il vous plaît, et présentez-vous. Bonjour, n'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous repère. Je suis Mathieu, brestois, et maintenant j'habite à Paris. Question pour Monsieur Badré, puisque vous êtes expert de la forêt. On vient d'aborder le sujet de la déforestation et donc des matériaux rares.
Le but, donc, c'est zéro impact sur l'environnement. On a parlé des énergies, tout ça. Mais il y a aussi d'autres richesses qui détruisent. En Guyane, il y a énormément de sites d'orpaillage dans la forêt. Des sites illégaux, mais aussi beaucoup de sites légaux. Au-delà de la violence, des problèmes de violence, des problèmes sociaux, pollution, destruction de la biodiversité, il y a donc des gros problèmes de déforestation. Tout ça, c'est pour retirer l'or des sols, donc c'est pour l'argent, encore une fois. Et la France donne des permis tous les ans. Donc on en a entendu parler récemment avec le sujet de la montagne d'or. Donc du coup voilà, on a un objectif de neutralité carbone, mais on détruit les forêts. Donc il y a une contradiction. Et est-ce que vous connaissez ce sujet spécifique aux forêts guyanaises, donc à l'Amazonie? Quelles mesures il faudrait prendre et comment réconcilier l'écologie et ce genre d'économie justement, parce que c'est difficile dans cet exemple d'imaginer la France arrêter de chercher de l'or en fait. C'est trop lucratif pour eux. Donc comment on fait en fait? Allez-y, répondez. Et donc, de nouveau, les blocages par rapport à ça, quoi. Par rapport à Alors, des évidences. Sur la Guyane, des blocages. Qu'est-ce qu'il y a comme blocage derrière ce dont on parle là? Je craindrais d'être trop long parce qu'il se trouve effectivement que je connais un peu le sujet. Mais pour faire bref, je pense que le point qu'il faut avoir en premier, je reviens à une des questions qui a été posée, je ne peux pas me tourner sans m'écarter du micro, qui était sur la place de l'homme dans le système. La question posée en Guyane, c'est exactement celle-là. Quelle est la place de l'humanité, qui en l'occurrence, c'est les Amérindiens qui occupent la forêt guyanaise et qui l'occupent depuis fort longtemps, et à qui on explique qu'on va passer un contrat avec une société venue de je ne sais où et qu'il faut qu'ils s'écartent un peu parce que c'est là que ça se passe. Donc, il y a des impacts extrêmement lourds, le principal étant sur la pollution de l'eau, puisque pour extraire l'or, pour faire très simple, on le mélange avec du mercure. Ensuite, on sépare, comme la température à laquelle il se sépare n'est pas la même. On récupère l'or du minerai et on a le mercure à part. Et le mercure, très souvent, surtout dans l'orpaillage clandestin, il part dans les rivières et il pollue tout ce qu'il y a autour. Donc, le fait d'avoir un plan là-dessus et une efficacité réelle, c'est une question complètement essentielle. Si vous me demandez mon avis personnel, j'ai été très content. J'ai eu peur pendant un temps que le gouvernement donne son accord au projet de mine d'or qui était en discussion cette année. Il ne l'a finalement pas fait. Je pense qu'il a eu parfaitement raison et j'espère que la prochaine fois, il ne le fera pas non plus. Parce que mais il continue, il y en a de tous les ans. Alors, encore des... Il y a deux choses ensuite. Ceux qui continuent partout et qui est une vraie lèpre, il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai été assez souvent en Guyane voir ça. C'est l'orpaillage clandestin où vous avez des tas de petits chantiers avec le mercure qui part dans les rivières et les populations qui boivent l'eau des rivières derrière comme si c'était normal. Donc ça, arriver à lutter contre ça, là on est vraiment dans de la violence avec des morts chaque année parce que les orpailleurs clandestins, moi je l'ai vu, il y a le fusil posé contre un arbre à côté et quand il y a quelqu'un qui vient, on s'en sert. Donc c'est quelque chose de rude. Je pense que il y a les deux aspects. L'orpaillage régulier sous forme industrielle, ce n'est pas une solution durable pour un territoire comme la Guyane. Ça n'apporte pas de profit significatif aux populations locales. On n'est pas dans le même schéma que le développement industriel qui procure de l'emploi, de l'économie derrière. C'est vraiment de l'extraction d'une richesse qu'on emmène ailleurs. Ça n'apporte pas grand-chose aux populations locales. Donc moins on en fait, mieux on se porte. L'orpaillage clandestin, c'est vraiment un problème de police. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut arriver à extraire cette activité, sachant que c'est très compliqué. C'est un pays qui n'a pas de frontière. La frontière entre le Brésil et la Guyane, personne ne sait où elle est, on ne peut pas la voir. Donc tout passe par là et c'est très compliqué. Mais c'est un problème de police, ce n'est pas un problème d'environnement. Une réaction là-dessus, puis on revient aux questions qui ont été posées. Hubert, donc village de Bièvre en Essonne. J'ai une question qui revient, enfin, qui tourne autour de l'objectif finalement de cette convention citoyenne. J'avais cru jusqu'au début en fait de cette séance qu'il était clair. Dans mon esprit, c'était effectivement réduire de 40% les gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Mais dans mon esprit aussi, c'était
réduire l'empreinte carbone en fait, de la France de 40%. Or, les graphiques qui ont été montrés sont plutôt focalisés sur ce qui est émis en France et non pas ce qu'est l'empreinte carbone des Français. Et donc, je suis perdu actuellement, je ne sais plus quel est l'objectif de cette convention. Bien, donc là, il n'appartient pas à nos deux invités de répondre à cette question sur l'objectif. Je pense que c'est une question qui s'adresse au comité de gouvernance pour avoir un échange avec vous. Il n'y a pas nécessairement une réponse à ça. Donc je propose qu'on la garde et qu'on discute pendant la pause de voir comment on peut la réaborder avec le comité de gouvernance pour revenir vers vous, si vous en êtes d'accord. Parce qu'on a bien compris la différence entre les deux. Donc ce n'est pas une question de clarification, c'est vraiment une question d'intention par rapport à la convention. C'est bien ça. Donc si vous en êtes d'accord, on fait comme ça. Est-ce que c'est maintenant que vous allez faire le marathon là. Si vous êtes prêts, je sais que vous vous entraînez depuis 1h15, mais allons-y. On a plusieurs questions. Oui, sur ce point-là. Je voudrais revenir juste sur le graphique parce que, en fait, vous nous avez dit les industries, on les délocalise et du coup, l'empreinte carbone industrielle reste encore assez forte vis-à-vis de notre consommation. Et justement, je pense que le dernier mot qui n'apparaît pas, ou la dernière activité qui a une empreinte carbone et qui n'apparaît pas sur ce graphique, c'est justement la consommation. Et je pense qu'aujourd'hui, essayer de démontrer ce que nous avons fait depuis 1990 sans faire apparaître cet accroissement de la consommation me semble être une mauvaise information qui passe. Puisqu'en fait, tout ce qui est délocalisé ou tout ce qui est acheté à l'extérieur ou tout ce qui passe par les contrats commerciaux n'apparaît pas sur le graphique. Sur cette question de la consommation, quel est le Quand vous évoquez la consommation, vous voulez dire la partie du produit intérieur brut qui est consommée par... En fait, c'est tout ce que nous délocalisons, mais que nous continuons à consommer. Et c'est tout ce que, à travers des traités internationaux de commerce que nous importons et que nous produisons plus en France ou qu'on nous impose de consommer et qui arrive en France et qui est consommé. Alors, j'hésite à dire ça, mais d'une part, le consommateur a le choix, en partie, de consommer français. Non, il y a des campagnes sur le consommer français. C'est souvent plus cher, mais il y a cette dimension-là. Il y a le choix du consommateur qui peut... Pardon. Ah, mais c'est toute une... on a là vraiment toute la question. C'est le rapport au commerce, finalement. C'est le rapport au commerce et au coût des produits qui est posé. Et je crois qu'on peut tous souhaiter que l'économie française ait un équilibre extérieur, un équilibre des échanges avec le reste du monde qui soit plus satisfaisant. On peut peut-être tous souhaiter que la France se conserve un minimum d'industrie sur son territoire, mais il faut bien voir que ça ne va pas présenter que des avantages en quelque sorte. C'est-à-dire que souvent, ça va se traduire en effet par des produits qui seront plus chers. Donc ça, c'est quand on est dans des économies ouvertes, ou alors on fait le choix d'une économie fermée. Et dans une économie fermée, effectivement, on aurait certainement plus d'émissions sur le territoire national du fait de l'industrie, ça c'est la question de l'empreinte carbone, mais on risquerait aussi d'avoir de manière très générale des produits plus coûteux. Donc, encore une fois, est posée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la question de l'insertion de l'économie française dans un contexte international. Est-ce qu'on peut tenir ce point qui est lié à la consommation et à la production et à la question d'empreinte carbone, qui est cette question sur le système France dans le système monde comme un point clé et qu'on se dit que c'est un point à garder en mémoire pour l'approfondissement qu'on va faire, parce qu'on ne va pas le faire en 5 minutes maintenant. Et là je suis désolé d'être désagréable, c'est important qu'on termine vers 4h30 d'une part, parce que c'est une session assez longue, mais d'autre part, ça va permettre de capitaliser là-dessus, et je voudrais qu'on puisse aborder l'ensemble des questions. Donc on est d'accord qu'il y a un point là autour.
Et la question aux prospectivistes que Patrick est, c'est les modèles qu'on nous présente sont des modèles par rapport à une économie ouverte. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est important de donner ouverte. Oui, il n'y a pas d'hypothèse qui est faite d'une fin du commerce extérieur, par exemple. Bien. On peut reprendre les questions, s'il vous plaît. Mais je voudrais juste quand même... Il y a 2 points quand même qui me semblent importants, 2 exemples. L'obsolescence programmée. Aujourd'hui, c'est un vrai débat. Là, vous ajoutez un point. Voilà. Vous ajoutez un point. Le deuxième, c'est on se bat pour les circuits courts et derrière, on nous impose des circuits longs à travers des traités internationaux. C'est typique. Donc ça, c'est le fil qu'on tire quand on aborde ce sujet-là. Donc gardons-le, ce fil. Et si vous décidez que ce fil mérite d'être tiré, de nouveau, un nœud qu'on va dénouer au sein de la Convention, notez-le. Et je vais demander qu'on remette les slides avec les questions, parce qu'il y a encore 2 travées qui n'ont pas eu la parole. Et il faut au moins qu'on prenne l'inventaire des questions. Est-ce qu'on peut afficher le questionnement? Il y avait une question qui était extrêmement simple, posée par les jeunes ici, devant, qui était, au fond, pour vous, le premier levier sur lequel agir dans le futur, c'est lequel? C'est bien ça la question que vous aviez posée. Hein. Je vais un peu me contredire, puisque tout à l'heure, je disais qu'il fallait étudier des combinaisons de leviers. Mais il y a un levier qui me paraît assez dominant tout de même et qui s'impose en quelque sorte, c'est la question de l'investissement et du financement. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage d'une économie fondée sur des énergies fossiles bon marché, qu'on achète chaque année avec des investissements qui en général sont relativement limités en montant et qui surtout qui sont faits à l'étranger dans les pays producteurs de matières premières. Donc ça, c'est l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est il y a des grandes entreprises qui investissent à l'étranger et qui vendent chaque année des produits énergétiques fossiles. Et donc chaque année, la France a sa facture énergétique, ce qui parfois pose des problèmes importants. Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, c'est un modèle qui va être fondé sur la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire on consomme moins d'énergie. Alors on consomme moins d'énergie, parfois, souvent, ça peut être du comportement, mais souvent également c'est aussi de l'investissement. Vous n'avez qu'à penser aux modalités de réduction des consommations dans le bâtiment. Ça va être essentiellement de l'investissement d'isolation, éventuellement de l'investissement pour des réseaux de chaleur, de l'investissement pour des pompes à chaleur de très haute performance. Donc on remplace des dépenses annuelles par un investissement. Et c'est vrai dans tous les secteurs. De la même manière, alors actuellement, c'est vrai pour le véhicule électrique, qui est plus cher en investissement, mais qui permet d'économiser le véhicule électrique. Qui est plus cher en investissement, mais qui permet d'économiser sur la facture énergétique chaque année. De manière très, très écrasante, la transition énergétique, c'est moins d'achats récurrents annuels d'énergie fossile et plus d'investissements. Donc là, il y a, me semble-t-il, un problème majeur. Et ça me permet de faire apparaître un des blocages majeurs aujourd'hui qui explique en quelque sorte la lenteur de la transition. Du point de vue de la société, faire des investissements, par exemple, de rénovation thermique du logement, c'est tout à fait fondé, c'est efficace du point de vue de l'économie et on a toutes les raisons, même si vous serez certainement amené à discuter des problèmes qu'on rencontre aussi dans ce secteur, mais on a toutes les raisons de favoriser la lutte contre les passoires thermiques et l'amélioration du bâtiment. Ça, c'est du point de vue de la collectivité. Du point de vue des individus, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que, là je vais donner un blocage un peu quantifié, massif et qui pose problème, mais il faut résoudre ce problème. Une opération de rénovation thermique profonde d'un logement, c'est entre 20 et 30 000 euros par logement. Donc c'est une somme. Et on gagne, si on réduit des 2/3 la consommation d'énergie, on gagne environ 1 000 euros par an. C'est pas compliqué de faire le temps de retour de l'investissement, hein. C'est 20 à 30 ans. Du point de vue de la société, c'est justifié pour toutes les questions de transition. Du point de vue de l'individu, on comprend que pour l'instant, ça a encore du mal à démarrer. Et là, il y a un problème d'écart entre les critères publics et les critères privés. Et probablement, il y a un lieu de déblocage à lever à cet endroit-là.
Michel, en 1 minute 30 pour qu'on aborde les autres questions. On ne s'est pas concerté, mais je vais faire sur ce point précis, mais je vais faire une réponse qui ressemble beaucoup. La mesure numéro 1, c'est l'investissement dans 2 domaines, les transports et le logement. Dans les 2 cas, les sommes dont on parle, c'est rapidement des dizaines de milliards d'euros. Il faut avoir ça en tête. Faites le calcul, 20 000 euros par logement. On dit facilement qu'il faudra en rénover 500 000 par an. Vous faites le calcul, ça monte assez vite. Donc, comment financer ça? Ça veut dire, ça a été dit ce matin par Benoît Leguet qui a dit actuellement on met, j'ai plus le chiffre exact qu'il a cité, on met nettement plus d'argent dans l'utilisation et la valorisation des combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz, que dans la transition énergétique. Donc il y a un problème de transfert d'argent et beaucoup d'argent public. Il y a aussi de l'argent privé, mais il y a beaucoup d'argent public là-dedans qu'il faut transférer d'un domaine à un autre. Et ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à payer. Il faut regarder quelles conséquences ça a, où on le prend, etc. Mais sur le fond, excusez-moi, encore juste un mot de plus qui rejoint ce que j'avais dit tout au début et la question toujours de la culpabilisation. Il faut aussi, c'est aussi important que de mettre beaucoup d'argent, il faut avoir des dispositifs dans lesquels les citoyens concernés soient amenés à donner leur avis. Faire le bonheur des gens malgré eux et à plus forte raison leur malheur, ça ne marche pas. Une question, mais avant ce point-là, Michel pose la question 3, qui est quand il y a quelque chose d'installé avec derrière des industries et des puissances financières, est-ce qu'il y a moyen d'agir là-dessus ou est-ce qu'au contraire, on n'arrive pas à toucher ça? Vous venez de parler de milliards d'euros qui sont dédiés à ce qui ne devrait pas être. Je pense que cette question, elle est extrêmement importante et tout à l'heure, je disais, c'est à propos de l'empreinte carbone, c'est la question de l'insertion de l'économie française dans l'économie mondiale. Là, on a la question du rapport de la société avec ses objectifs propres, ses objectifs environnementaux, aux grandes puissances économiques et financières. Là, il y a là aussi, c'est un combat. C'est un combat, mais c'est un combat qui doit être constructif, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il me paraîtrait douteux d'arriver à faire la transition énergétique si les grandes entreprises industrielles, voire les grandes entreprises énergétiques, voire Total, ne s'impliquent pas progressivement, et le plus tôt et le plus rapidement sera le mieux, ne s'impliquent pas dans cette transition. Et par conséquent, là, il y a un jeu qui est un jeu de rapport de pouvoir entre l'État, les entreprises, mais évidemment, plus les citoyens seront mobilisés et plus l'État aura des moyens d'imposer un certain nombre de choses aux entreprises. Et je crois que ça, c'est vraiment un enjeu tout à fait majeur. Je douterais que l'on puisse gagner la transition écologique et la transition climatique contre les entreprises. Il faut au contraire les inciter, contraindre, leur suggérer, leur montrer des voies qui leur permettent de s'inscrire dans cette perspective-là. Je mentionnerai juste en passant, pour ceux que ça intéresse, il y a une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, et qui regroupe les responsables de l'environnement des entreprises du CAC 40. Donc c'est le big business. Et cette association a décidé à la fin de l'année dernière de lancer une étude qu'elle a appelée zéro émission nette. Et de mon point de vue, le simple fait que les grandes entreprises du CAC 40 acceptent l'idée de réfléchir et de travailler sur le zéro émission nette, c'est très positif. Maintenant, quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour s'engager effectivement dans cette voie-là, c'est une toute autre question. Mais c'est déjà dans le combat que j'évoquais tout à l'heure, de faire en sorte que les entreprises soient capables d'envisager leur avenir dans un monde de neutralité carbone. Je pense que c'est très important. Je pense que tout ce qui peut contribuer à renforcer ce mouvement sera bienvenu. Donc, on n'a pas tout à fait compris tout à l'heure, vous avez mentionné une démarche qui s'appelle Zéro émission nette. C'est exactement comme la neutralité carbone. Sauf que l'avantage, c'est que quand on prend les initiales, ça fait ZEN, ça fait ZEN 2050. Et ça, c'était l'initiative du CAC 40 pour réfléchir à comment aller vers ça. La neutralité carbone, Sophie.
Alors on a une question et une patiente qui attendait qu'on lui donne la parole depuis un moment. Viviane. Bonjour, Viviane de Bretagne. C'est juste une question par rapport au graphique qui était exposé tout à l'heure sur les baisses de consommation, enfin d'émissions d'énergie de gaz. J'ai vu la ligne déchets et je suis quand même assez surpris. J'ai du mal à croire qu'on a moins de déchets depuis 90. Je ne comprends pas comment vous expliquez cette baisse de déchets. Qu'il y a moins de déchets. Qu'il y a moins de déchets. Est-ce que c'est parce qu'on renvoie ces déchets ailleurs, sur d'autres contrées que notre continent? Merci, Viviane. Ce graphique, donc, excusez-nous, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, il est extrait, Valérie Masson-Delmotte l'a cité ce matin, je crois. Il y a un organisme qui s'appelle le CITEPA, vous pouvez accéder à ça par Internet très facilement, et vous avez directement accès à ces graphiques, qui sort chaque année les émissions par secteur présentées comme ça. Effectivement, la ligne déchets, d'abord elle est très petite, ensuite elle est à peu près stable dans le temps. Il s'agit des émissions de CO2 du secteur des déchets. Donc ça ne couvre pas du tout le fait que vous, quand vous faites vos courses au supermarché ou à l'épicerie, vous constatez qu'il y a des emballages dont vous vous dites que peut-être s'il y en avait moins, ça serait mieux. Ce n'est pas forcément couvert par ça. Donc cela dit, je ne sais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est vraiment le genre de choses qui... Mais ce n'est pas parce que la ligne va vers le bas que ça diminue. Ah oui. Donc c'est très important. Oui, le trait est à peu près constant. Alors justement pour les déchets je ne l'ai pas, mais pour tous les autres, le seul trait qui diminue fortement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ligne industrie, pour la raison citée tout à l'heure. Donc maintenant on va rentrer dans le marathon. Viviane, pour compléter ça, on mettra dans le dossier chacun des secteurs, la courbe de chaque secteur, parce que ce graphique peut être trompeur dès lors qu'on voit des courbes qui baissent. C'est une illusion d'optique, si je puis dire, par rapport au graphique. Merci de l'avoir souligné, parce qu'on pourrait interpréter de manière erronée. On reprend les questions, et maintenant, si vous aurez à nouveau la parole, mais il y a 2 travées qui n'ont pas eu la parole, donc pour le moment, on a une séquence plus tard dans laquelle vous pourrez vous exprimer. Maintenant, je vous demande de remplir le challenge, Michel et Patrick, 1 minute par question restante. Donc, on a... Qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait de construire de grandes infrastructures? Parti, 1 minute. Eh bien, ça dépend de quelles infrastructures. J'ai évoqué ça rapidement tout à l'heure. Si c'est des infrastructures ferroviaires qui permettent de diminuer le trafic routier ou autoroutier, ou des infrastructures de tram, il n'y a aucune raison d'arrêter ces infrastructures-là. Ce qu'il faut arrêter, c'est les infrastructures qui conduisent à produire des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il faut faire le tri. Et par contre, c'est un sujet sérieux. Il faut faire sérieusement le tri dans les infrastructures que l'on maintient et celles que l'on abandonne. Ou arrêter de bouffer. Donc là, sujet qu'on garde pour le groupe de travail qui va plancher là-dessus. Merci Yolande. Quelles sont les solutions mises en place dans les différents pays et qui n'ont pas marché? Est-ce que cet appel à comparaison internationale évoque quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a des grands fiascos dans la lutte contre le changement climatique? C'est ça la question? Vous pouvez dire que vous n'avez pas de réponse à la question. Non, c'est très difficile à dire. Des encyclopédies vivantes. Oui, très difficile à dire. Prenons le cas de l'Allemagne aujourd'hui, qui a décidé de sortir du nucléaire et de développer massivement les énergies renouvelables. On a 2 manières de voir les choses. Ou bien on dit, jusqu'à maintenant, leurs émissions de CO2, elles sont stables, donc c'est quand même pas un véritable succès. Ou on peut dire, oui, mais les Allemands, ils ont été capables de développer leur industrie des énergies renouvelables et ils ont un élan, je dirais, dans ce domaine, même si l'élan aujourd'hui est en train un peu de fléchir, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils relancent peut-être leur politique. C'est très difficile de juger dans des contextes un peu dynamiques comme ça. Il y a une vraie politique énergie-climat en Allemagne. Elle a, je dirais, ses contradictions et on peut l'interpréter d'une manière... Quand on regarde les résultats, c'est pas terrible puisque les émissions jusqu'à aujourd'hui sont stables, mais
ils ont une capacité industrielle dans le domaine des renouvelables, la possibilité peut-être de relancer, il faut peut-être qu'ils relancent. Voilà le type de... Mais encore faut-il qu'il y ait une politique. Je dirais les principaux échecs, c'est quand même les pays qui ne s'engagent pas dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est là où on voit les vrais échecs. La minute est écoulée. Une minute, Michel, sur les infras. Oui, j'ai eu la permission par l'animateur de revenir à la question précédente. Sur les grandes infras, ça durera que 30 secondes. La plus grande infrastructure de transport actuelle en cours de construction en France, c'est le réseau de transport du Grand Paris, qui est incomparablement plus gros que toutes les autres qui se font n'importe où ailleurs en France. Faut-il l'arrêter ou non? J'ai aussi un sablier de 30 secondes, mais j'ai oublié de le prendre ici, je le prendrai demain. Quel est le frein au ferroutage? Donc demain, on rencontre 4 personnes, dont la ministre de l'écologie et du développement durable, qui est également le transport dans ses attributions. Elle a commencé à vous répondre hier. Est-ce que, Michel, vous avez un commentaire rapide, sachant qu'on reviendra avec la question demain? Je peux faire un commentaire rapide là-dessus. Ça a déjà été évoqué par l'un ou l'autre d'entre vous et ce matin, c'est que le ferroutage, pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est, ça consiste à mettre des camions entiers ou des remorques de camions sur des wagons. Il y a eu en particulier une ligne complètement construite de Perpignan à Luxembourg qui repose sur ce principe-là. Les freins ou les blocages, c'est qu'il faut avoir de très grands parkings à proximité des gares pour que les camions puissent monter sur les trains et en descendre. Il faut, autre parenthèse, refaire toute la ligne tout du long parce que les signalisations le long des voies ne sont pas à la bonne hauteur et elles sont embarquées par des wagons qui portent les Qu'est-ce qui trains. empêche de le faire? Donc ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et pour les transporteurs, c'est parfois moins souple que leur transport en camion qui leur coûte moins cher. Donc un transporteur. Le problème, c'est que le camion coûte encore moins cher. Le camion coûte moins cher. C'est ça le problème. Merci. Minute écoulée. Patrick, une question là-bas portait sur les méthodes industrielles nouvelles qui permettent de capter le carbone. Est-ce que c'est envisagé dans les modèles et dans les années qui viennent? Alors, au niveau de la recherche, il y a beaucoup de choses qui se font autour de ce qu'on appelle la capture, le stockage et l'utilisation du carbone. Dans les schémas qui sont actuellement ceux de la stratégie nationale bas carbone, il est supposé qu'il y a un recours limité à la capture et au stockage du carbone, c'est-à-dire qu'on récupère le carbone de certaines émissions industrielles, en particulier la sidérurgie et les cimenteries. Parce qu'un des problèmes des cimenteries, c'est qu'ils sont vraiment obligés d'émettre du carbone parce que c'est ce qui permet de transformer les matériaux. Et donc, il est souvent envisagé pour ces industries d'arriver à la neutralité carbone en ayant une capture du CO2. Mais dans les bilans de neutralité ou dans les bilans quantifiés, les hypothèses qui sont faites ne sont pas très importantes. C'est de l'ordre de 10 millions de tonnes de CO2. Donc, ce n'est pas une hypothèse tout à fait centrale. En revanche, ça peut être intéressant de suivre ce qui se passe au niveau de la recherche sur les utilisations du CO2. Et il y a des recherches très intéressantes sur comment est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser le CO2 pour produire des matériaux qui incorporent, c'est transformer le CO2 en matière. Donc c'est un sujet qu'on peut retenir pour le groupe de travail qui va plancher sur produire et la production, parce que vous dites qu'il y a des perspectives intéressantes. Est-ce qu'il est possible de taxer, Patrick, c'est à nouveau pour vous, l'économiste, est-ce qu'on peut taxer sans que ce soit le consommateur qui à la fin paye plein pot? Et comment vous réagissez à cette question de taxe qui touche évidemment les populations les plus pauvres, comme ça a été dit ce matin encore? Alors, énorme sujet là aussi. Puis c'est un sujet à tiroir parce qu'il y a plusieurs. D'abord, aujourd'hui, vous savez que les plus grosses industries émettrices de gaz à effet de serre sont intégrées dans ce qu'on appelle le marché européen des quotas. Elles ont des contraintes d'émissions qui sont assez sévères. Le prix du quota CO2 n'est pas très élevé parce que malheureusement, ce qu'on a pu constater en France, c'est-à-dire... Michel, parce que là, je pense que vous nous perdez. D'accord. Donc, au niveau européen, qu'est-ce qui se passe pour les industries? Parce qu'on est parti de la question des quotas et du prix des quotas. Oui. Donc, est-ce qu'on parle de ça, des quotas? Mais donnez ce que ça veut dire concrètement.
C'est les permis ou les droits d'émission, c'est les permis oui. Et donc les grandes industries, ce que je dis, c'est que les grandes industries, elles sont intégrées dans ce système-là. Bon, concrètement, elles doivent acheter autant de permis ou avoir autant de permis que ceux qu'elles émettent. Et chaque année, la quantité disponible pour l'industrie européenne, pour les grandes industries, elle diminue. Donc il y a une contrainte qui est assez forte finalement, mais avec un coût qui est finalement assez faible. Après, autre sujet, pour les autres industries, est-ce qu'on peut taxer les industries sans que ça se ressente au niveau du consommateur ? Oui, si on accepte que les profits des entreprises diminuent significativement. Et dans ce cas-là, si c'est des profits qui servent à rien, ben, c'est peut-être pas grave, mais si c'est des profits qui servent à l'investissement, on risque de mettre en danger la capacité de l'industrie à financer ses propres investissements. Donc, il y a toutes les chances pour que si on taxe les industries, ça se répercute au niveau du consommateur. C'est vrai, c'est un vrai problème. Ça fait partie, en effet, des questions à gérer. En plus de la question des impacts directs d'une taxation du CO2 sur les consommateurs, et là je crois que ça va faire partie des sujets que vous allez devoir aborder de manière très approfondie, c'est ce qui a d'une certaine manière été le déclencheur de la crise sociale qu'on a vécue dans l'hiver 2018-2019, c'est comment gérer ou effacer les impacts d'une fiscalité carbone pour les ménages les plus défavorisés. Selon quelle modalité, de quelle manière, comment ça s'articule avec le reste du budget de l'État, c'est une question tout à fait considérable, qui est d'ailleurs traitée déjà par beaucoup d'organisations, de think tanks ou d'ONG, qui posent la question de savoir comment on compense les effets de l'introduction d'une taxe carbone pour les ménages les moins favorisés. Merci. La question des transports, est-ce que c'est la question 14? Est-ce que c'est là que ça va être le plus rapide si on touche les transports? Question 14. Michel? Je ne sais pas si c'est l'axe le plus rapide, au sens rapidité des faits. Non, je vous ai cité le réseau de transport du Grand Paris il y a quelques minutes. C'est un projet qui s'étend sur 20 ans, hein, donc les résultats ne sont pas instantanés. En revanche, c'est probablement, ça se voyait sur le graphique tout à l'heure, le domaine sur lequel il y a le plus de progrès possible en tonnes de CO2 économisées, entre guillemets. Juste un mot là-dessus. Lorsque Nicolas Hulot était ministre de l'écologie, il avait un plan climat qui comportait une mesure très simple et qui, à mon avis, mérite d'être considérée. À vrai dire, je ne sais même pas si il faudra demander ça à Elisabeth Borne demain. Est-ce qu'elle a été abandonnée? Je ne crois pas. Mais c'était une mesure très simple qui consistait à dire en France, on ne vend plus de véhicules à moteur thermique. Quand on dit moteur thermique, c'est les moteurs conventionnels à essence. On ne vend plus de véhicules à moteur thermique à partir de 2040. La durée de vie d'un véhicule, c'est à peu près 10 ans. Ça veut dire qu'en 2050, il n'y a plus un véhicule à moteur thermique. Ça, c'est déjà décidé. Ça, c'est déjà décidé. Mais c'est important parce que ça veut dire qu'il faut une montée très rapide des autres véhicules. Autre sujet de transport qui était soulevé par je ne sais plus qui de Toulon, c'est vous, Brigitte? Il faut prendre le micro parce que là on ne vous entend pas. Donc, je disais, pourquoi c'est uniquement maintenant que ça arrive, que des personnes commencent à se poser des questions et qu'on arrive à trouver des solutions, parce que les solutions, on les a trouvées assez rapidement. Pourquoi c'est uniquement sur Toulon, Nice maintenant, je crois, et Marseille? Pourquoi c'est pas dans tous les ports? Donc c'est un superbe exemple, un bateau, plusieurs milliers de voitures, comme vous dites. Pourquoi on laisse ce truc aller comme ça? Oui, pourquoi? Donc, pourquoi? Ça fait des années, des années. Merci. Je redis ce qui a été dit tout à l'heure, qu'on n'est pas des experts polyvalents, mais moi j'ai vu passer un ou deux projets d'aménagement de ports. Il y a deux choses, je pense, par rapport à votre question. La première, c'est qu'il y a eu une évolution extrêmement rapide du type de bateaux qui circulent. Quand vous regardez les bateaux en nombre de conteneurs qu'il y a maintenant, on a, comme vous le montrez, des choses qui apparaissent complètement, je ne sais pas comment dire, délirantes ou extraordinaires, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Donc il y a eu une modification
préoccupation profonde des besoins de transport maritime. Question, qu'est-ce qu'on peut faire contre? On retombe sur la question des accords internationaux. Non, Michel, là on parle de bateaux qui vont de Toulon à la Corse. C'était ça votre exemple. Pardon. Donc là, c'est pas de l'intérêt, c'est Toulon-Corse. Je n'avais pas compris la question, excusez-moi. Je me permets de... Donc qu'est-ce qui bloque et pourquoi ces mesures ne sont pas prises sur un exemple comme celui-là, qu'on a sous les yeux tous les matins? C'est bien ça. Ma réponse à moi, c'est que c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est que la sensibilisation, elle n'est pas faite, elle ne va pas assez vite. Moi, ça fait 40 ans que je travaille dans ce secteur et que je me dis comment ça se fait qu'on n'évolue pas plus vite. C'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là, mais il y a un énorme travail pour sensibiliser tout le monde. Il n'y a effectivement rien qui interdit de faire ce que vous dites. Est-ce que... Oui. Moi, je voudrais savoir, John, est-ce que justement les différents blocages qu'on peut rencontrer là pour faire la transition climatique n'est pas dû au fait plutôt que nos politiques favorisent, enfin les politiques et les lobbies favorisent le côté financier plutôt que le côté climatique? Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, comme ça John. Est-ce que la difficulté par rapport au bateau n'est pas due au fait que les propriétaires de bateaux sont parmi les plus riches et ont plus de poids? Oui, oui. Oui, je veux dire, les propriétaires de bateaux font parmi les plus riches, donc ils ont plus de poids sur les décideurs. Donc c'est cette question des choix politiques, Patrick? Oui, je pense que c'est vraiment la question du rapport entre des puissances financières ou économiques ou des groupes industriels. Parlons des groupes industriels, parce que la finance, c'est encore autre chose. D'ailleurs, il faudrait peut-être, et là ça fait partie des questions à poser à des gens comme Benoît Leguet, hein, c'est un spécialiste de la finance verte, et du côté de la finance, ça bouge aussi, hein, mais du côté de l'industrie, ça bouge aussi. La question, c'est qu'il y a des lieux de résistance. Alors effectivement, les armateurs ne sont pas forcément prêts à installer les filtres. Ben oui, parce que ça coûte cher, évidemment. Et donc, c'est une question de rapport de force. Et dans ce rapport de force, il faut faire en sorte que, progressivement, mais le plus rapidement possible, l'État soit en mesure d'imposer des normes. Alors après, il faut aussi arriver à doser quand même. Il y a une question de dosage. C'est-à-dire que si on est trop brutal, le risque, c'est qu'il y ait aussi des entreprises qui disparaissent, ce qui va poser d'autres problèmes, y compris d'ailleurs éventuellement des entreprises qui disparaissent. Donc on importera les produits et on va retomber sur le problème de l'empreinte carbone. Donc c'est des sujets extrêmement complexes. Il est clair que la mobilisation des citoyens en faveur des décisions favorables au climat, ça ne peut que aider l'État, si on suppose que l'État est capable de se battre contre les entreprises. Hein, ça, c'est encore une autre question. Mais ça ne peut qu'aider l'État dans ce combat qui est un combat, je dirais, c'est pas un combat à mort, hein, certainement pas, mais c'est arriver à introduire des régulations pour les entreprises. Et c'est sûr que la mobilisation des citoyens, de ce point de vue, est un atout pour faire accélérer les choses. Le lien avec la question 9 me paraît logique, qui est, et si on pousse plus loin, est-ce que la priorité doit être le bonheur humain ou ces questions économiques ou autres? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je peux faire une réponse qui va probablement faire tomber de leur fauteuil les juristes qui sont là-haut et qui attendent pour vous parler après. Les mesures qui vous sont proposées, qu'il vous est proposé de définir, c'est des mesures de politique publique. Moi, je ne suis pas juriste, je suis ingénieur, je l'ai dit, mais j'ai entendu récemment une juriste de très haut niveau nous dire il ne faut pas se tromper. Les politiques publiques ne sont pas faites pour faire le bonheur des gens. Elles sont faites pour leur permettre de voir leurs droits respectés. Moi qui travaille dans le domaine de l'environnement, je voudrais dire que dans le droit, il y a une charte de l'environnement qui date de 2005 et qui dit, article 1, tout citoyen a le droit de bénéficier d'un environnement équilibré et de conditions sanitaires correctes. Enfin, on vous dira les mots exacts, je vous le récite par cœur. Donc on est en plein dans le champ de ce que vous avez à faire. Patrick, sur ce point, le bonheur point, des gens, c'est autre chose. Donc, bonheur des gens ou pas. Patrick, un avis sur cette... Oui, je crois que mettre l'homme au centre du dispositif, c'est bien ce dont il est question. Et c'est pour ça qu'il faut se projeter aussi à 2050. C'est-à-dire, d'abord, si on n'arrive pas à faire la transition, quelle va être la vie
la vie des plus jeunes d'entre vous, des enfants, des petits-enfants en 2050. Donc c'est d'abord pour l'humain que ce combat doit être mené. Ensuite, mettre l'humain au centre, c'est aussi essayer d'imaginer ce que peut être une vie souhaitable, une vie agréable dans un monde bas carbone. C'est sûr que dans la transition, il y aura peut-être parfois des contraintes, des difficultés, il y aura des limitations introduites à certains comportements, mais je pense que c'est très important de se représenter ce que peut être un mode de vie soutenable dans la transition et dans la neutralité carbone. Et donc là, il faut imaginer des manières d'habiter. Alors, c'est pas pour rien que... Soutenable ou souhaitable? Tu dis ? Soutenable ou souhaitable? Soutenable et souhaitable. Des modes de vie soutenables, mais pas soutenables, je dirais, dans la restriction des libertés et dans la pauvreté, si je puis dire, mais c'est soutenable et désirable, c'est-à-dire qu'on vive bien. Et il est à peu près certain que l'on pourrait bien vivre dans un monde de la neutralité carbone. Et dernier élément sur ce point, je veux dire que le travail, ça fait aussi partie de la qualité de la vie, quand ça se passe bien. Et on peut souhaiter que ça se passe le plus souvent très bien. Et donc, il faut tenir tout ça ensemble. Habiter, s'alimenter, se transporter, travailler de manière agréable dans un monde bas carbone. Donc Sophie, le quart d'heure qui vient, on va le passer comment et pourquoi? Oui, alors désolé pour tous ceux qui attendent quand même depuis un moment, mais qui écoutent attentivement tout ce que vous dites. Il nous reste 10 minutes, on va essayer de faire un petit 5 minutes de plus. On a plus que 15 groupes, donc ça veut dire moins de 1 minute par remarque ou par question de chacun. Ce qui veut dire aussi que nous n'aurons pas le temps de les entendre aujourd'hui ou de les... Voilà, pour vos questions ou pour apporter des réponses à vos questions. Mais en revanche, on prend note de tout. Alors, on ne va pas le prendre sous la forme très rapide là non plus. On a des tas de personnes qui enregistrent, qui prennent note. Et avec 4 d'entre vous, 2 hommes, 2 femmes ce soir, on va refaire la synthèse de l'ensemble des questions qui auront été posées pendant cette session. Et elles nous serviront demain pour les auditions qu'on a aussi. Donc, le message, c'est vous posez votre question la plus simplement et rapidement possible. On prend note de tout. Ce soir, avec 4 d'entre vous, on fait la synthèse, y compris avec celle-ci, et ça nous permettra de relancer le débat demain avec des personnes qui viennent avec des regards différents, un représentant du grand patronat, une ministre, une représentante d'ONG, et de moi, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Entreprise, ONG, syndicat. Syndicat, voilà, c'est ça. C'est parti. Et ONG, voilà. Donc, c'est parti. Je vais rester à côté de vous comme ça, votre groupe, et on va faire comme ça. Et je vais descendre comme ça, on n'oubliera personne. Votre groupe, quelle était votre question ou votre remarque? Amel, Seine-Saint-Denis. Nous, notre question, c'est... Parlez bien dans le micro. Pardon. Merci. Nous, notre question, c'est du coup, pour atteindre notre objectif, on parle de la mer, on parle des forêts. Lequel des deux faut-il prioriser au niveau de nos actions, enfin plus au niveau terrestre ou au niveau océanique, ou est-ce que c'est indissociable des deux? Merci. On continue par là. Alors nous, en fait, on se Représentez-vous juste je suis Sandrine de Bordeaux. Donc nous, c'est surtout au niveau des grosses sociétés, des grosses entreprises. On voudrait savoir quelle est la part de ventilation en fait sur les bénéfices entre l'investissement et la part qui est donnée aux actionnaires. Est-ce qu'il ne serait pas possible de réglementer un investissement minimum vers l'écologie plutôt que de favoriser les actionnaires. Et puis je trouve un peu inquiétant quand vous dites que les entreprises du CAC 40 commencent juste à réfléchir à la possibilité de mettre en place des trucs. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour juste commencer à y réfléchir, quoi? C'est compris, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un autre groupe ou vous faites partie du même groupe? Ok, on va redescendre par vous, allez-y. Si vous avez une question, allez-y, c'est le moment de... Faites signe à Sophie et intervenez. Je vais prendre tous les groupes, allez-y. Donc notre question, nous, c'est sur la question de la voiture électrique. Si c'est mis en place, est-ce que déjà c'est vraiment possible et faisable en fait? Parce qu'il faudrait des milliers, voire peut-être des centaines, voire des milliers de centrales électriques pour alimenter tout ça.
Et ça pose aussi la question de l'indépendance énergétique de la France. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on importait beaucoup de fuel. Est-ce que c'est possible que la France soit vraiment indépendante au niveau énergétique? Donc ça fait deux questions en fait. Ouais. Okay. Sur la bonne idée ou mauvaise idée. Il faut faire un mix des deux au pire. Ok, très bien, c'est noté. Ça fera une alors. On a le droit d'en poser deux, il n'y a pas de problème. C'est juste pour que quand on prenne note, on les distingue bien comme étant deux sujets. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, donc moi, Sandrine de la région Picardie. Moi, la question que je me posais avec mon camarade, c'était au niveau des marchés publics. Donc on connaît peut-être la responsabilité sociétale des entreprises, avec l'obligation pour les entreprises de favoriser l'insertion ou des achats durables. Et ben pourquoi pas, et je ne sais pas, je ne pense pas que ça existe, mais obliger aux entreprises d'avoir cette responsabilité par rapport à l'empreinte carbone dans le passage des marchés publics, etc. Très bien. C'est un autre champ dans la gouvernance. Est-ce que vous étiez ensemble? Alors allez-y. Claire de Marseille, je voulais revenir moi sur les bateaux de croisière, parce que à Marseille, c'est aussi, retourner le problème, c'est devenu un problème de santé publique, puisque certains quartiers limitrophes, du port, soit à l'Estac ou à la Joliette. Donc c'est retourner un peu le problème. On parle des lobbies et des armateurs, mais peut-être que c'est l'État aussi qui doit là vraiment le prendre comme un problème de santé publique. Ok, on passe à l'étage. Allez-y. JFT de Gonesse. J'aimerais savoir pourquoi on ne développe pas les moteurs à hydrogène. D'accord. Allez-y, continuez. Moi, c'est Diallo Mohamed de la ville du Mans. Ma question est la suivante. Comment réduire l'émission de gaz à effet de serre à la mesure de ce que la biosphère peut recycler? D'accord. Et alors, il y avait un groupe au milieu. Ouais. Donc, Grégory de Bretagne. Nous, c'était comment l'Europe ou le monde pourrait être un frein à nos propositions. On se rappelle très bien de l'écotaxe et des bonnets rouges en Bretagne. Moi, j'étais dedans vu que je suis breton. Et du coup, c'était vraiment un problème entre l'Europe et la France qui n'adhéraient pas aux mêmes choses. Et du coup, est-ce que plusieurs de nos propositions pourraient se retrouver dans ce cas-là et être refusées par l'Europe, pas par les Français, mais par l'Europe en elle-même? Ok, merci beaucoup. Travée du dessous, c'est à vous, ou à vous. Vous battez pas. Guillaume de Bordeaux. J'avais une petite question, moi, sur tout ce qui est entreprise CAC 40. Entreprise CAC 40. Et on a parlé du PIB ce matin. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on n'ait pas fait un tableau de bord de ces entreprises, justement, qui émettent pas mal d'émissions. Et pourquoi pas, comme m'a dit mon camarade du dessus, peut-être les taxer à la hauteur des bénéfices au niveau actionnaire. Ça, c'était une petite aparté, parce qu'on parle du PIB, mais en fin de compte, on se rend bien compte que le PIB émet du carbone. Donc, ce serait bien, c'est de faire un tableau de bord de toutes ces entreprises. On nous a culpabilisés, je ne vois pas pourquoi on ne les montrait pas du doigt, comme nous, on l'a été. Voilà. Merci. Donc, Mathias de Lyon. Vous nous avez parlé de 3 moyens qui sont autorisés, interdire, inciter ou bien soumettre des sanctions. Il y a peut-être aussi d'autres moyens qu'on n'a pas abordés et qui existent. La question est la suivante. Par rapport au public abordé, que peuvent être les citoyens, les industries, l'action politique ou bien la finance, quels vont être les moyens les plus efficaces pour mobiliser l'action et justement ne pas susciter de blocage ou bien le moins possible? Les acteurs. Travée du dessous, c'est à vous ou alors chez vous, Virginie? Virginie de Seine-et-Marne, quelles ont été les mesures concrètes et positives
positive, prise depuis la prise de conscience du surplus de gaz à effet de serre de l'émission carbonique. Alors, prise par en général? Voilà. D'accord. Daniel? Oui, allez-y. Daniel, en Côte d'Armor. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Quelles seraient les premières actions que vous mèneriez si vous aviez la possibilité que le gouvernement vous dise demain, voilà, on vous écoute, que faites-vous? Quelles mesures vous prendriez en premier? Qu'est-ce que vous feriez en premier? La mesure prioritaire. Alors, vous avez entendu tout à l'heure. Est-ce que l'un de vous veut dire... Non? Bernard? Est-ce que vous aviez une question que vous aviez... Non? Alors, on a parlé de réduction de gaz à effet de serre avec comme solution le nucléaire. Mais n'est-ce pas s'inviter à un risque nouveau encore plus grand? Excusez-moi, j'ai été interpellée par Yves, donc du coup, je n'ai pas entendu si... Je vais continuer. Je viens vers vous ici et on va prendre après toute la travée de droite. Héloïse de Dunkerque. En fait, on se demandait, on a parlé uniquement du côté financier aussi, et est-ce qu'il existe d'autres moyens en fait que les sanctions financières ou l'investissement financier afin d'inciter les gens, mais aussi les lobbies, à réduire leur impact carbone? Et quels sont les moyens en fait? Patricia de Paris. Alors, cette question s'adresse à vous, messieurs, mais en fait à tous les intervenants. Comment demander à des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de s'investir dans l'écologie alors que leur seul but pour l'instant dans la vie, c'est de survivre? Voilà. Merci. Alors, vous aviez un micro, là. Je viens vers vous, les plus patients. C'est vrai, vous pouvez aussi applaudir. Bonne question. Allez-y. Oui, bonjour Jean-Claude. Bretagne aussi. Juste une question. C'est dans les graphiques, on a vu tout ce qui était industrie, mais tout ce qui est démographique, l'impact de démographie. L'impact démographique. En fait, l'impact de la croissance démographique sur nos émissions. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Françoise? Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Bonjour, Françoise de Bordeaux. Juste, on voit régulièrement à la télé des dames et des messieurs météo. Dames et messieurs météo qui, l'hiver, dans les studios, sont en tenue d'été permanente. Et je me suis toujours demandé si on ne pourrait pas leur mettre un rafraîchissant et leur faire porter des pullovers en laine. Voilà. Et aussi, lorsqu'il pleut, ils disent toujours qu'il fait mauvais temps. Non, on a besoin d'eau pour les plantes et pour l'agriculture. Allez. Alors, il faut qu'on fasse vraiment un petit marathon parce que sinon, on ne pourra pas entendre nos experts sur les lois, légistiques, etc. Donc, je continue dans l'ordre pour être sûr d'omettre personne, mais par contre, vous faites court. Allez-y. Je ne sais pas à quel groupe. Allez-y. Corinne de Vendée, on a abordé tout à l'heure le... Alors, attendez. Qui prend la parole sans me la demander? Mais excusez-moi, juste au-dessous, pardon. Ah, excusez-moi, Corinne. Je ne voyais pas en plus, du coup, je me concentrais juste au-dessous. Allez. Bien, merci de me donner enfin la parole. Parce que je pense qu'on est là pour parler, pour échanger et pas pour écouter les facilitateurs. Bien, ces bonnes choses étant dites, ce rappel au règlement étant fait, je voulais depuis au moins 2 heures poser la question suivante. J'ai cru entendre M. Édouard Philippe hier parler avec une certaine bienveillance du nucléaire. Je voulais savoir si, à votre connaissance, le gouvernement avait déjà décidé d'augmenter le parc nucléaire et quelle incidence ça aurait sur, effectivement, les problèmes qui nous occupent. Merci beaucoup. À vous au-dessus, excusez-moi.
Donc Corinne de Vendée, tout à l'heure vous avez abordé le problème des logements passoires d'énergie. Donc la question c'est comment fait-on pour rénover ces appartements, ces logements, incitation ou obligation? Puisque suivant si on est propriétaire de son logement, on fera plus facilement des choses que si on est propriétaire et qu'on a mis en location. Merci. Merci beaucoup. Je reviens vers vous. Est-ce que dans votre groupe, Elisabeth, vous aviez quelque chose à dire? Vous avez entendu déjà des questions qui se recoupaient? Patrick est très patient aussi. Patrick Dugard. On parle beaucoup de la forêt. J'aimerais savoir dans quel état elle est aujourd'hui et son devenir en 2050. Allez-y. Vous pouvez prendre le micro devant vous au titre de votre groupe. Allez-y. Bonjour, Patrice de Paris, les Lilas exactement. Je reviens sur une question. Tout à l'heure, il y a un monsieur par là qui a dit par rapport aux enseignes des commerces. Et déjà, c'est réglementé parce que toutes les mairies nous obligent à les éteindre à 1h du matin. Et d'autre part, les voitures électriques, qu'est-ce qu'on va faire dans 30 ans des batteries? Et les voitures à hydrogène, il y a un monsieur qui a dit pourquoi on ne roule pas l'hydrogène. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît le nombre de stations où on peut recharger l'hydrogène? En région parisienne, vous voulez dire, ou en France? Oui, en France. Hein. Vous savez, vous? 7 ou 8. Alors, donnez-nous la réponse. Jusqu'à il y a 2 mois, il y en avait une. En France. Pont de l'Alma. Il y a quelques mois, il y a une deuxième à Orly. À Orly. À Orly. L'aéroport. Bon. Voilà. D'où les difficultés à mettre en œuvre les bonnes idées. Alors, on reviendra dessus. Moi, personnellement, je fais énormément de kilomètres. Moi, une voiture électrique, elle ne me sert à rien. Parce que je fais à peu près par semaine 2000 km. Je ne peux pas la recharger. Tout simplement. Cas concret. Ok, voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, monsieur Badré. Monsieur Badré. Et vous, représentez-vous, Sébastien? Oui, pardon. Tout à l'heure, vous m'avez répondu sur les sites illégaux d'orpaillage. Pardon, Mathieu. Vous m'avez répondu sur les sites illégaux. Moi, je vous posais aussi la question, et je suis d'accord avec votre réponse, mais je vous posais la question sur les sites légaux. Qu'est-ce que la France prend l'or des sols et détruit les forêts? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà. Alors, l'exercice va être très frustrant. On arrive à la fin. On a entendu tous les groupes des deux parties de l'hémicycle qui nous manquaient. Donc, je te laisse conclure et nous dire la suite du programme. Merci. On va... Non, je sais. Donc, on va terminer. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous toutes et à vous tous. On donne, puisqu'on ne les retrouve pas demain, si vous en êtes d'accord, 1 minute à Patrick et à Michel pour terminer et vous partager leur expérience avec vous cet après-midi. Bien, c'était une expérience qui a été un peu brassante, je dirais, et je voudrais vous remercier pour à la fois votre attention et la pertinence et la diversité de vos questions. Je crois que là, si vraiment on fait la liste et si on prend chacune des questions que vous avez posées, il y a déjà un agenda de réflexion, d'échange plus approfondi qui est véritablement impressionnant. La difficulté va peut-être être d'arriver à mettre un peu d'ordre dans toutes ces interrogations qui renvoient des questions, je dirais, mettre l'humain au centre du processus, qui est vraiment quelque chose de très important, jusqu'aux véhicules électriques ou le nombre de stations à hydrogène. Vous voyez, c'est vraiment très large comme point de vue. Mais il faut embarquer toutes ces questions, je pense, dans les réflexions. Vous y contribuez, et je pense que les prochains groupes de travail qui seront mis en place sur comment s'alimenter, habiter, produire, se déplacer, permettront d'organiser, de mettre tout ça en système et de donner des perspectives positives pour la transition. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Excusez-moi, on va entendre les conclusions et après on va faire une pause. Je pense qu'on en a tous besoin. On aura le temps de reposer des questions. Oui. On a 5 week-ends. Hein.
Trois remarques ultra rapides dans la minute. La première, nous avons participé avec vous à une expérience d'intelligence collective. C'est Woody Allen qui dit que c'est le contraire de la bêtise individuelle. On était sur le même plan que vous et moi j'ai appris des choses. Deuxième point, plusieurs d'entre vous, et j'en étais très content évidemment, ont parlé de la forêt ou de la Guyane ou de sujets comme ça. Ça me donne l'occasion de dire, ça a été évoqué par Valérie Masson-Delmotte ce matin, qu'il y a un lien étroit entre biodiversité et climat et qu'on ne peut pas séparer les deux. Le stockage, c'est ce sujet-là. Enfin, troisième point, c'est une réaction sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'inciter les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté à participer à cette réflexion. Il s'agit de dire que nous avons tous, et ils ont le droit, comme nous, de bénéficier d'un droit, le droit à vivre dans un environnement équilibré. C'est de ça qu'on parle ici. Ce n'est pas de demander aux gens de venir participer à une bonne œuvre collective. C'est autre chose. Ok, merci à tous les deux. On vous libère et on vous propose de se retrouver ici à 17h. Ici à 17h.